d'être venus à cette deuxième séance qui a lieu dans cette salle, qui porte sur la croissance. Je suis du Centre africain des statistiques et je vais présider cette séance de panélistes distingués. Ça porte sur le développement inclusif. Depuis hier, nous parlons d'inclusivité et hier, on s'est concentré sur le genre et comment on peut s'assurer que les femmes participent au marché du travail et du fait qu'on ne laisse personne pour compte. Le développement inclusif est beaucoup plus vaste que de simplement s'en tenir à la participation de certains genres. Alors, il faut étudier la question d'une façon beaucoup plus vaste. Les panélistes ce matin pourront, j'espère, nous parler de leur façon de comprendre et de définir ce thème de développement inclusif. À titre d'information, je vais commencer avec le premier panéliste et vous faire une très courte biographie. On va commencer avec Jonathan Maskell, responsable des opérations, programme ID 4D, Banque mondiale. Jonathan travaille à l'identification pour le développement et il se concentre sur faire engager l'engagement et le soutien à l'Est de l'Afrique et l'Asie-Pacifique. Avant de se joindre à ID4D en 2016, il a passé 5 ans à l'identification et les statistiques de l'État civil en Asie avec l'UNESCOP, UNICEF, UNHCR et l'IOM. Il a une maîtrise ESAR en économie politique internationale de King College à Londres et un baccalauréat en affaires de Sydney. Ensuite, Amitabh Sudhar, épidémiologiste Center for Global Health du CDC. Amitabh est épidémiologiste qui se concentre sur la surveillance clinique et les maladies infectieuses, rapports de cas, dossiers médicaux et les systèmes. Il a fait ses études à Chapel Hill. Il a de l'expérience dans les secteurs différents. Il a de l'expérience à travailler dans 9 pays. Il a publié des documents scientifiques et il a publié sur la politique de la santé, l'examen systématique des politiques en matière d'enregistrement. Ensuite, Laetitia Bazi. Elle est chef protection de l'enfance UNICEF Sénégal. Elle a été chef du bureau à Sénégal depuis avril 2016. Avant ça, elle avait le même poste à Côte d'Ivoire entre 2009 et 2016. Elle est formation en droit, diplômée en droit européen. Elle a 23 ans d'expérience à l'échelle internationale à la protection de l'enfance. Avant de se joindre à UNICEF, elle a travaillé pendant plusieurs années comme experte conseil sur la protection de l'enfance et protection sociale pour le développement de sondages et l'évaluation des programmes, des projets, développement de stratégies politiques et programmes. Ensuite, prochain conférencier, Kirsten Wenz, spécialiste de la protection de l'enfance et responsable technique de l'enregistrement de l'état civil et de l'identité légale, UNICEF, siège social à New York. Elle est spécialiste de la protection de l'enfance et responsable technique de l'enregistrement de l'état civil. Elle a de l'expérience dans des secteurs techniques partout en Amérique du Nord, l'Afrique, l'Asie de l'Est et l'Europe de l'Est. Elle a travaillé dans le secteur privé en tant que canaliste pour des compagnies du Fortune 400
Avec UNICEF à New York, elle était expert conseil. Elle a appuyé l'engagement d'UNICEF dans plusieurs initiatives du secrétaire général, Chaque femme, chaque enfant, la commission sur les denrées, 16H et un plan d'action pour chaque nouveau-né. En Asie, ça c'est dans l'Asie de l'Est et de la région du Pacifique, elle était l'experte technique pour l'enregistrement des naissances, représentante de UNICEF. En tant que membre du comité directeur, elle a appuyé le développement d'actions pour les enregistrements civils. Kristen a une maîtrise de l'Université de Columbie, baccalauréat de l'Université de Vermont et est récipiendaire du programme Fellow à Malawi et à Washington. Elle était membre du Conseil ainsi que la Société nationale des universitaires. Elle était boursière et récipiendaire de prix et de bourses divers. Ensuite, Rick Hansen, chef, section des statistiques économiques, l'UNESCAP. Elle travaille aux Nations unies depuis 18 ans dans les domaines d'analyse des politiques, développement durable, gestion. Rick assure le travail sur les statistiques économiques et de l'environnement, division des statistiques de l'UNESCAP. Elle s'est jointe à l'UNESCAP en tant que chef des services de statistiques économiques et elle faisait partie de l'équipe qui a entamé un mouvement. Pendant sa carrière, elle a travaillé pour le gouvernement danois, y compris leur système de statistiques. Elle a créé des statistiques annuelles. Elle est diplômée en mathématiques et en sciences informatiques. Alors, vous pouvez voir que la qualité des panélistes de ce matin est extraordinaire. On espère avoir une très bonne discussion. Et à un moment donné, si je comprends bien, des gens vont peut-être appeler pour participer. Alors, vous voyez l'intérêt que suscite cette séance. Sans plus tarder, je voudrais inviter Jonathan de venir au podium. Bonjour tout le monde. Je vais commencer en remerciant le Centre d'excellence de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être là. Et c'est un partenariat que nous valorisons. Je suis un peu nerveux. Il y a mon ancien Rick et mon ancienne patronne. Alors, si je suis un peu nerveux, c'est pour ça. Elle est excellente comme patronne. Elle est difficile, mais j'ai bien aimé travailler pour Rick. Comme vous voyez à l'écran, ma présentation porte sur le rôle de l'enregistrement civil et l'identité numérique pour accroître l'accès aux services. La prémisse de ma présentation, c'est que les transactions entre les gens, entre les entreprises et les gens, entre les entreprises, entre les appareils aujourd'hui, cela dépend de confiance entre les parties. Une partie de la confiance, c'est de comprendre l'identité de tous et chacun. Historiquement, les gens s'en sont tirés à cause de la familiarité. Rick est mon ancienne patronne. Alors, est-ce que vous pouvez lui donner quoi que ce soit ou quelque chose? Ou moi, j'ai un certificat de naissance et on acceptait que c'était comme ça. Aujourd'hui, les sociétés deviennent plus vastes, plus numérisées. Des nouveaux mécanismes sont nécessaires. Voici quelques exemples des ordinateurs, des téléphones, de la mondialisation. Et si nous ne créons pas ces nouveaux mécanismes, on risque d'approfondir le schisme numérique entre les gens et d'exacerber l'exclusion. La situation actuelle, telle que mentionnée ce matin, la Banque mondiale pense qu'il y a 1,1 milliard de gens au monde qui n'ont pas de forme d'identification officielle. Ils ne peuvent pas prouver qui ils sont officiellement.
Et plusieurs pays ont des systèmes ESSEC et d'identité qui ne sont pas acceptables. Ils sont fragmentés, cela comprend l'ESSEC. Les données viennent des sources différentes. Ce n'est pas sécure, c'est de mauvaise qualité. Les données qui se retrouvent sont de mauvaise qualité, et c'est à base de papier. Si vous voulez l'obtenir, il faut peut-être aller à la capitale, remplacer un certificat de naissance, par exemple, et si on fait une recherche, c'était le cauchemar. Pour vous donner une idée de la situation, comme je l'ai dit hier, la Banque mondiale a compris plusieurs questions dans le sondage FINDEC qui couvre 98 pays sur l'identité. Pour ces pays qui ont une identité nationale, on demande, est-ce que vous avez un numéro? En Éthiopie, par exemple, pour ces pays qui n'ont pas de système national pour l'identité, on n'avait pas moyen de poser des questions. Alors, on a dit, est-ce qu'on vous a refusé un de ces services puisque vous n'aviez pas de carte d'identité? Alors, ça va peut-être changer. Ce sont des données préliminaires et comme vous voyez, on peut distribuer selon l'âge, le genre et le revenu. Mais dans la République africaine, où il y a eu beaucoup de conflits, le registre civil ne fonctionne pas. Beaucoup de gens n'ont pas accès au service. Un quart ou un tiers des gens ont été refusés le service. Et surtout des cartes SIM. Souvent, pour enregistrer une carte SIM, il faut connaître l'identité. Dans plusieurs cas, c'est à cause de la sécurité nationale, les services de l'ordre, ou parce que la carte SIM peut être utilisée pour des transactions monétaires. Alors, pour assurer qu'il n'y a pas de blanchiment d'argent, il faut être en mesure de prouver son identité. Les Philippines, par exemple, il y a peu d'enregistrement SIM, ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez voir que pour avoir accès à un service du gouvernement dans les Philippines, si vous êtes allé aux Philippines, vous allez savoir que leur slogan, c'est plus amusant dans les Philippines. Et surtout quand il s'agit des cartes d'identité, c'est très amusant parce qu'il y en a plus de 30. Chaque programme a leur propre carte d'identité et la Banque centrale accepte 28 des cartes d'identité pour aux fins réglementaires. Alors, il n'y a pas de manque de cartes d'identité, mais comme vous pouvez le voir, même s'il y a beaucoup de cartes d'identité, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le service. Peut-être parce que leurs cartes d'identité sont de mauvaise qualité. Peut-être qu'il y en a tellement, c'est basé sur le papier, se font détruire. Et ensuite, vous regardez la Tanzanie qui vient de présenter un enregistrement obligatoire. Alors, presque un cinquième des gens de la Tanzanie sont refusés une carte puisqu'ils n'ont pas de carte d'identité. La Jamaïque, eh bien, la Jamaïque, c'est faible, ils ont une carte pour voter. Cette carte est acceptée pour un grand nombre de transactions. Quel est le rôle des cartes? Eh bien, les systèmes ESSEC et d'identité augmentent l'accès aux services, mais peuvent aussi transformer la prestation de services. Premièrement, ils fournissent un système d'information important. Et ça, c'est la base de données de la population. On voit le nom de quelqu'un, la date de naissance, peu importe. Deux, ça permet d'assurer ou de garantir l'identité quelque part. On assure l'interopérabilité et la possibilité de vérifier. Alors, avec un numéro identique et avec un numéro, cela permet d'établir des liens entre les systèmes. La possibilité de vérifier, c'est important. Il faut voir à quelle fin on utilise les données. Et par exemple, dans les programmes de protection sociale, on veut s'assurer qu'on donne des transferts monétaires aux bonnes personnes et on veut faire le suivi au fil du temps, les systèmes auxquels ils ont accès. L'impact, comme vous pouvez le voir, bon, il y en a 9 ici, mais il y en a d'autres. L'économie numérique, éducation, administration publique, bonne gouvernance, migration régulière. Historiquement, les gens traversent les frontières. Dans plusieurs parties de l'Afrique, les frontières sont poreuses.
Comme vous l'avez vu, pour beaucoup de gens, le passeport, c'est la carte d'identité traditionnellement acceptée, est chère et difficile d'accès. Un passeport, ça peut être bon pour quelqu'un qui va de la Tanzanie au Royaume-Uni, mais est-ce nécessaire pour quelqu'un de passer de la Tanzanie au Kenya pour acheter des œufs ou de l'alcool, si ça coûte moins cher? Ultimement, toutes ces choses mènent aux objectifs de développement durable. Nous avons beaucoup entendu parler de SDG 16,9, mais de la perspective de la Banque royale, on voit cela comme étant un élément habilitant. Afin d'atteindre ce potentiel, il faut intégrer le tout. On va certainement me poser des questions, mais nous croyons fermement que les systèmes doivent être intégrés. Pourquoi? Eh bien, premièrement, on veut capter les naissances et les décès afin d'avoir un flux de données exact des gens qui naissent et les gens qui quittent ce monde. Et cela permet de s'assurer que la base de données est à jour. 2. Le registre civil est la source autoritative de données biographiques. On a le nom, la date de naissance, le lieu de naissance, d'autres faits liés à l'état civil nécessaires pour établir la nationalité. 3. Et nous avons effectué de la recherche sur le coût et nous allons publier cela bientôt. Il y a des économies importantes quand on intègre ces systèmes et qu'on partage l'infrastructure. Qu'est-ce que cela veut dire? Partage de bureaux, de personnel, de logiciels, ce genre de choses. Comment? Premièrement, une identité numérique unique doit être créée à la naissance. Il faut avoir un numéro unique d'identité lors de la naissance. Il faut rapporter les décès en temps réel, pas pour supprimer le dossier, mais pour aviser l'état civil. 3. L'infrastructure partagée. Alors maintenant, je vais parler des impacts que nous avons vus dans certains pays. En Thaïlande, là où j'ai travaillé pendant bon nombre d'années, et le système d'identification et d'essai qui est complètement intégré. Alors, il y a l'enregistrement d'événements quant à l'état civil et il s'agit d'un outil puissant pour l'administration publique là-bas. Il y a une couverture universelle des décès et des naissances et je veux reconnaître les efforts de la Thaïlande pour enregistrer des groupes marginalisés, des réfugiés, des migrants, des gens sans État. Il y en a beaucoup. Et le numéro d'identification personnelle et la carte d'identité nationale sont utilisés par tous les services. Il y a un incitatif pour les gens d'avoir cette carte. C'était quoi l'impact? Eh bien, premièrement, dans les années 2000, quand le gouvernement voulait présenter l'assurance santé universelle pour garantir l'assurance santé pour tout le monde en Thaïlande, ils ont dit si quelqu'un est enregistré dans notre base de données, est couvert. Et les gens qui se sont inscrits dans ces deux autres bases de données, des fonctionnaires ou l'autre, on a votre numéro, on va vous exclure de la base de données universelle et il n'y aura pas de dédoublement. Ils savent combien de gens sont couverts avec cette couverture universelle et il y a un lien à l'enregistrement de l'état civil. Comme Dr. Bunchai l'a dit, si un enfant est né, ils sont couverts. Alors, il y a un incitatif pour les hôpitaux, mais aussi pour les parents d'inscrire ou d'enregistrer la naissance dès que possible. Ensuite, récemment, 14 millions de gens se sont inscrits pour recevoir une carte de subvention gouvernementale c'est moins de 100 $ par mois, mais le gouvernement était assez choqué du nombre. Ils ont utilisé le numéro d'identité nationale utilisé. Ils ont vérifié avec des bases de données simples. Premièrement, des gens qui avaient des comptes de banque, des gens qui avaient des obligations. Autre façon d'assurer la protection sociale, ils ont pu éliminer 2,4 du 14 millions de la liste puisqu'ils n'étaient pas admissibles. Alors, au terme d'économie dans un an, 150 millions de $. Alors, il y a les statistiques en temps réel. Le ministre de l'Intérieur de la Thaïlande publie des statistiques selon l'âge, le genre, à savoir s'ils sont citoyens ou non. Et
ces renseignements sont partagés avec les ministères et s'utilisent au fait des politiques publiques. En Inde, depuis 2010, avec ce programme, ils ont pu inscrire 1,2 milliard de résidents pour le programme Aadhaar. Si vous pensez à l'échelle, si c'est possible, eh bien, le fait de réparer l'ESSEC, ça devrait être simple. Il y a une mauvaise intégration entre le programme Aadhaar et ESSEC. Il y a des projets pilotes en cours. Le programme Aadhaar a révolutionné ce sujet. Il n'y a pas de carte. Ça dépend d'un numéro. 2, c'est selon la résidence. Il ne faut pas être citoyen. Il faut vivre au pays depuis 6 mois. 3, c'est une plateforme ouverte. Quiconque, secteur public ou privé, peut utiliser le programme Aadhaar pour identifier les gens. Ce n'est pas utilisé uniquement au sein du gouvernement. Impact, au moins 73 millions de nouveaux comptes de banque ont été créés. Du fait qu'on a le numéro et on utilise les empreintes digitales, quelqu'un peut ouvrir un compte de banque et beaucoup de ces 73 millions, c'était des gens qui n'avaient pas accès à des comptes de banque avant. Les coûts pour les banques en Inde a été réduit énormément. Il y a des incitatifs d'offrir des services financiers dans des régions rurales à des gens qui n'étaient pas attrayants par le passé. Ils sont en train de créer toutes sortes, une nouvelle économie numérique. Alors, il y a des paiements sans argent, des signatures numériques, des méthodes de paiement numérique, la crypto-monnaie. Cela crée un environnement qui suscite l'innovation. 3, cela augmente l'intégrité de l'aide sociale. Il y a des gens qui disent qu'il y a beaucoup d'argent qui était gaspillé avec le programme de protection sociale. Cela a réduit la confiance qu'avaient les citoyens, les politiciens, les contribuables. En utilisant l'authentification biométrique, ils ont été capables d'accroître la confiance dans le programme et dans les programmes de protection sociale et créer un espace fiscal permettant l'expansion et l'amélioration des programmes actuels pour les plus pauvres. Je vais manquer de temps, donc je vais très rapidement vous montrer 2 autres exemples. Au Pérou, il y a le CRMS où l'ESSEC et l'identité sont intégrés. Et ça, c'est facilité pour la création d'un registre pour les enfants. L'accès est fourni aux gouvernements municipaux qui peuvent faire un suivi des vaccins et d'autres services de santé qui visent les enfants. Et parce qu'on sert du registre de la population pour l'inscription des électeurs, ils n'ont pas besoin d'aller chercher des électeurs à chaque fois qu'il y a une élection. Donc, entre 2010 et 2014, ils ont réussi à économiser environ 230 millions de dollars. Les tendances novatrices et pertinentes, vous pouvez voir ici ce qui a été publié récemment aussi, une inscription semblable pour les données d'identité passent des plateformes physiques aux plateformes numérisées. Des systèmes sont créés en tant que plateforme plutôt que de système. Et donc, pour que les autres systèmes puissent rajouter leurs fonctionnalités au-dessus des systèmes pour l'enregistrement des faits de l'état civil. Et on se sert de plus en plus d'éléments biométriques, ce qui comprend les tout jeunes enfants, les nourrissons. Et donc, on va examiner du travail au CERDI sur les éléments juridiques. Il y a de plus en plus de pays qui donnent des cartes d'identité aux enfants. En Indonésie, en Malaisie, ça se fait. Et il y a un rôle de plus important pour les dispositifs mobiles. C'est pas seulement une carte d'identité. Oui, ça joue un rôle du côté de l'enregistrement, mais il y a d'autres fonctionnalités qui viennent se rajouter. Et il y a d'autres sources de données et de fiabilité. Ça va au-delà des systèmes gouvernementaux. Il y a un rôle de plus en plus grand que joue le secteur privé et les systèmes distribués, par exemple, sur un livre distribué, sont examinés en tant que solution. Alors, en guise de conclusion, voilà.
Les systèmes d'enregistrement des faits de l'état civil et les systèmes d'identification sont cruciaux pour la prestation et la facilitation d'accès aux services. À mesure que les sociétés deviennent plus numérisées, on cherche de plus en plus à combler le fossé numérique. Donc, on a besoin d'une d'innovation du côté du groupe de l'ESSEC et de démarches multisectorielles. Donc, travailler avec tous les cas d'utilisation, pas seulement le secteur de soins de la santé et le registre des faits d'état civil. Et il y a aussi des risques du côté de la protection de la confidentialité des données, de protection des données, qu'on n'examine pas présentement, surtout pour les groupes de population vulnérables. Et ça doit être une grande priorité pour les gouvernements et pour les partenaires en développement, ainsi que pour la société civile. Merci beaucoup et j'ai hâte d'entendre vos questions. Merci, Jonathan, pour cet exposé qui a discuté du potentiel de l'intégration des systèmes d'enregistrement des faits de l'état civil et systèmes d'identification. Alors, je vais maintenant souhaiter la bienvenue à Amitabh et je vous demande de venir ici au micro. Bonjour. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci aussi aux organisateurs de la conférence de m'avoir donné l'occasion de vous parler aujourd'hui. Je vais vous parler d'un examen systématique de politique pour améliorer l'enregistrement des naissances et des décès. Je crois que le panel de ce matin nous a très bien présenté le contexte de notre réunion et de l'importance des statistiques des faits de l'état civil. Et vous savez que ces événements, que ce soit la naissance ou le décès, comprennent des processus routiniers. Donc, il y a l'événement biologique, la signalisation de l'événement de la famille au gouvernement et aussi l'inscription, ceci, à l'état civil. Et ensuite, il faut déterminer la cause de la mort. Ça peut être le VIH, la maladie cardiaque ou un véhicule d'accident moteur. Et ça aide ces pays à identifier le fardeau de la maladie et améliorer ces systèmes de santé. Alors, donc, on veut voir comment on peut transformer ces événements biologiques en statistiques officielles du gouvernement et s'en servir pour la planification et l'action. Alors, pour le faire, on a examiné tout le système. On travaille avec notre bibliothécaire pour faire des recherches de ces bases de données IB-Inform, Embase, GSTOR, PubMed et Index Medicus de l'OMS. On a aussi contacté des gens au CDC, à l'UNICEF, aux statistiques des Nations Unies, la Banque mondiale et l'OMS. Et deux de nos membres de l'équipe ont examiné les titres et les résumés d'articles par rapport aux critères d'admissibilité. Et il y a un troisième enquêteur qui a travaillé à résoudre les problèmes de concordance. Et aussi, les deux enquêteurs ont extrait les données sur le contexte, la conception, les politiques, l'intervention, les résultats quantitatifs. Et donc, on a catégorisé tout ceci. On s'est penché sur l'offre, la demande, l'exigence pour des services juridiques. Est-ce qu'il y a des peines en vertu de la loi? Quels sont les facteurs d'encouragement, etc. Et on a fait des résultats qui étaient des sommaires, des résumés quantitatifs et qualitatifs. Voici donc nos critères d'inclusion. La population, c'est toute population admissible à l'inscription pour les morts et les décès. Intervention, une nouvelle politique, par exemple, de nouvelles lois, un changement, de la mise en œuvre de programmes conçus pour améliorer l'enregistrement de naissance et ou de mort. Donc, on a comparé des endroits où il n'y avait pas de politique, les résultats, le taux d'enregistrement des naissances, des décès, la rapidité pour les deux et aussi des considérations opérationnelles. Par exemple, l'acceptabilité pour les personnes qui sont en train de faire l'enregistrement des naissances ou des
mort, l'acceptabilité pour le personnel qui gère et qui met en œuvre l'inscription de naissance et de décès, les exigences en matière de ressources humaines, les coûts pour le système de santé, des événements négatifs et des facilitateurs ou des obstacles qu'on a pris pour la mise en œuvre. On l'a fait à partir de 1991. On a fait une étude recoupée de cohortes ou randomisées, contrôlées. Alors, il y a beaucoup de façons pour le faire. C'est une méthode qu'on a utilisée pour notre examen de politique et on peut interpréter ça différemment, mais on se servit de ce cadre pour faire une synthèse de nos constatations. Première catégorie se penchait sur l'approvisionnement, donc l'offre, les politiques pour améliorer l'accessibilité des services d'enregistrement. Ensuite, la demande politique qui se penche sur une sensibilisation de cet enregistrement par le biais d'informations, d'éducation, de communication. Troisièmement, le besoin pour les services, les sanctions, donc des sanctions pour ne pas avoir enregistré une naissance ou une mort. Et le facteur d'encouragement, ceux qui offrent un encouragement pour l'inscription, l'enregistrement, et une combinaison, ceux qui ont une combinaison de différentes catégories. Différentes phases pour cet examen systématique. Donc, premièrement, on a identifié la littérature pertinente. On a identifié 9880 résumés ou abstraits, et donc éliminer les articles publiés avant 1991. Donc, il nous restait 5632 titres à examiner. Donc, on a sorti ceux qui n'étaient pas pertinents et il nous restait environ 1161. Et après avoir examiné ça, on a eu environ 450 textes complets. Et ensuite, on a vu qu'il y a 417 articles qui ne correspondaient pas. Et il y avait 33 qui restaient. On a identifié d'autres études de la littérature grise. Et donc, on a examiné 35 articles en tout. Et ces 35 études ont été effectuées dans 25 différents pays. Vous pouvez voir qu'il y a une représentation des Amériques, de l'Afrique, de l'Europe, de la Méditerranée de l'Est, du Pacifique et de l'Asie. De ces 35 études, 17 ont constaté des résultats du côté de la politique de l'offre, donc d'amélioration de l'accessibilité, qui ont représenté toutes les régions. Il y en avait 13 qui étaient pour un ensemble de différents types d'interventions, une pour la demande et les sanctions et 3 pour l'exigence pour des services gouvernementaux. Et je voulais mettre une astérisque pour facture d'encouragement. On n'en a vu aucune étude qui se penchait seulement sur ça, mais il y en a plusieurs qui examinaient les factures d'encouragement en combinaison avec d'autres catégories de politique. Donc, ça fait partie de la catégorie combinaison. Et la mise en œuvre de ces articles vont de 1990 à 2014, ça comprenait les naissances, les décès ou une combinaison des deux. De ces 35 études, 17 ont montré des résultats quantitatifs. Alors, je vais me pencher sur l'offre, donc augmentation de l'accessibilité pour l'enregistrement pour la naissance. Ça a eu un effet positif dans une étude sur 2. Et pour le décès, il y a 4 de 5 études qui ont amélioré cela. Alors, je voulais vraiment signaler l'étude qui n'a pas constaté une amélioration pour l'enregistrement des naissances ou des décès qui était fait en Tanzanie. Il faut contextualiser, expliquer pourquoi. Ils ont constaté que la signalisation a été augmentée de 10 à 15 %, mais ça ne se traduisait pas nécessairement en un enregistrement plus grand. Alors, ce n'est pas que cette catégorie ne vont pas améliorer les événements d'enregistrement, mais il faut examiner ceci d'un point de vue global pour s'assurer que ça traite de tout, la signalisation jusqu'à l'enregistrement, plutôt que de se pencher sur des étapes distinctes. Deuxième catégorie pour la demande. On a constaté que la demande a amélioré la signalisation des décès. Même chose, exigence pour les services gouvernementaux, ça a augmenté l'inscription pour la naissance et les sanctions n'ont pas eu d'effet pour l'enregistrement des naissances. Et ce qu'on a constaté, c'était surtout pour les stratégies en combinaison qui amélioraient toujours l'enregistrement des naissances ou des décès dans les 9 études qui ont étudié cela. Alors, pour vous parler de considérations opérationnelles, des synthèses qualitatives, donc il y en a 28 des 35 qui ont fait un rapport sur des considérations
raisons d'ordre opérationnel. Alors, pour l'accessibilité augmentée, donc l'offre, l'Albanie, le Ghana, l'Inde, le Pérou ont tous constaté qu'il fallait avoir du personnel suffisant, bien formé pour mettre au point ces interventions. Et des études de la Chine, de l'Inde, de la Tanzanie ont dit que d'identifier le cadre approprié au gouvernement où il fallait effectuer ceci était crucial pour cela. L'Albanie, le Ghana, la Libérie, le Malawi, le Pérou et la Tanzanie ont dit que l'infrastructure, y compris la connectivité et l'électricité, doit être adaptée au contexte local pour avoir un flux de données continu. Et le Ghana, l'Inde, la Suisse et les États-Unis ont vu que de profiter des sites qui offrent déjà des services à la naissance ou la mort a amené des efficiences du côté des ressources et encouragé une participation plus grande. Au Ghana, on a vu qu'il y avait un service où on intégrait l'enregistrement dans des établissements de soins de santé qui offraient des services pour la grossesse était utile. Et la Suisse et les États-Unis ont constaté que l'enregistrement des naissances dans le contexte des morgues a été utile. Les deux derniers se penchaient sur les services communautaires. L'Inde et la Tanzanie ont dit que se limiter au travers en soins de santé, ce n'était pas suffisant, où il y avait seulement un travailleur de soins de service, soins de santé communautaire ne pouvait pas s'occuper de tout le travail qui allait faire un rapport pour une naissance et devait se déplacer très loin pour une mort. Alors, on doit voir quelles seraient les autres possibilités où la population est très faible dans de grandes surfaces. Et l'Inde, la Chine, l'Éthiopie et le Mali a montré que l'enregistrement axé dans la collectivité comble une lacune là où les événements ont lieu à l'extérieur d'un établissement, mais ça coûte cher. Alors, si on veut voir, comme on a vu au Ghana, l'Inde et la Suisse et les États-Unis, de profiter des sites qui offrent déjà des services pour l'enregistrement ou des services pour la naissance ou la mort pour servir à l'enregistrement est plus utile. Et là où ça existe déjà, on peut se servir d'un enregistrement qui se fait dans la communauté, ça peut être complémentaire. Et la dernière chose, ça s'aligne avec ce qui vient d'être dit, ce qu'on a constaté au Botswana, en Afrique du Sud, en Thaïlande, que d'accorder un chiffre d'identité, une identification nationale à la naissance améliorerait l'infrastructure et le personnel suffisant. On a vu du côté de la combinaison au Bangladesh, au Brésil, en Inde et au Pérou, une approche multi-niveau ciblée au contexte local culturel permettait au pays d'aborder des questions d'accessibilité et de demande de façon simultanée. Et en Gambie et en Afrique du Sud, les lois qui exigeaient un enregistrement ou qui exigeaient l'enregistrement pour des services n'est pas suffisante sans une augmentation de l'accessibilité et une diminution des coûts directs et indirects. Donc, il faut travailler avec l'offre et les facteurs importants plutôt que d'examiner un facteur tout seul. Et en Inde et en Indonésie, on a vu que la mise en application des lois fédérales peuvent poser des défis pour l'enregistrement au niveau régionaux. Donc, il faut voir quel est le contexte du gouvernement dans les pays. Si on examine les lois fédérales, on doit voir ce qu'on peut faire pour avoir des faits pour l'enregistrement des naissances et des décès, mais dans d'autres pays, le niveau des régions est important. Donc, il faut voir où on pourrait travailler le plus efficacement. Quelque chose qui a été soulevé lors du panel ce matin, le Botswana et l'Afrique du Sud ont indiqué qu'une collaboration entre les acteurs gouvernementaux, non gouvernementaux, les partenaires bilatéraux et multilatéraux ont augmenté la possibilité de ressources et de la diversité des démarches qui peuvent être employées pour améliorer l'enregistrement. Et ce qu'on a vu au Brésil, c'est que d'utiliser du personnel distinct pour l'enregistrement et la prestation de services n'est pas efficace, où l'enregistrement se fait en volume faible. Alors, on a vu on a examiné les limites, par exemple, le biais ou les préjugés dans les publications.
beaucoup de pays n'ont peut-être pas documenté leur expérience et beaucoup d'interventions non réussies en matière de politique n'ont peut-être pas été documentées. Du côté de la sensibilité, on n'a pas eu de façon systématique de faire une recherche dans la littérature grise. Alors, l'OMS, la Banque mondiale, l'UNICEF avaient des stratégies de recherche différentes. On n'avait pas de stratégie de recherche uniforme pour identifier les articles pertinents de ces différentes bases de données. Et une méta-analyse n'était pas possible parfois. On voulait faire une analyse quantitative pour voir comment différentes catégories de politiques ont amélioré les taux d'enregistrement, mais ce n'était pas possible si les numérateurs et les dénominateurs n'étaient pas les mêmes. On n'était pas signalés. Et donc, est-ce qu'on peut généraliser à partir de cela? Alors, c'est seulement à des contextes avec des contextes semblables du côté du système de soins de santé, des facteurs socio-culturels et de gouvernance. Donc, en conclusion, les approches combinées adaptées au contexte du pays ont de façon générale amélioré les taux d'inscription de décès et de naissance. On a besoin de plus d'informations pour les exigences en matière de ressources humaines et les exigences financières pour différentes politiques, à savoir combien ça pourrait coûter d'étendre ces programmes à plus grande échelle ou de les imiter dans d'autres pays. Beaucoup des études ont eu lieu pendant une courte période de temps, mais dans la mise en œuvre politique, on le fait pour une période plus longue. Donc, il serait bon de faire un suivi continu pour mieux comprendre l'effet des politiques avec le temps. Est-ce que c'est un effet durable ou est-ce que ça continue à diminuer? Et ça peut éclairer donc nos pratiques dans ce pays-là, mais aussi dans d'autres pays. Pour en revenir à un examen plus global des procédés, des étapes. Alors, comme en Tanzanie, si on ne va pas contextualiser les données, on peut arriver à une conclusion erronée. Alors, à l'avenir, il faudrait examiner les différentes étapes du processus, donc la signalisation, l'enregistrement et aussi les causes de décès, et savoir si un type de mécanisme politique réussit mieux pour la signalisation et un autre réussit mieux pour l'inscription. Et enfin, il y a eu beaucoup d'études au cours des 20 dernières années et on a été surpris qu'il y avait un nombre très limité d'articles qui pouvaient satisfaire nos critères d'inclusion. Alors, je crois qu'à l'avenir, on devrait avoir des évaluations, un élément de suivi solide pour avoir une meilleure idée de ce qui marche bien et ce qui ne marche bien pour qu'on puisse réaliser nos objectifs de développement durable d'ici 2030. Merci de m'avoir écouté et je serai heureux de répondre à vos questions. Merci, Amitabh. Vous avez des constatations très intéressantes. Alors, nous devons aborder différentes situations de façon différemment. Je vais accueillir notre prochaine conférencière, Laetitia. Veuillez vous joindre à moi pour lui souhaiter la bienvenue. Je vais parler en français pour rompre un peu avec le rythme et la routine anglophone. Et donc simplement, effectivement, et c'est ça un peu, je pense, tout l'intérêt de ce panel, c'est le champ extrêmement large quand on parle de développement inclusif. Donc je vais vous présenter effectivement l'expérience de UNICEF au Sénégal, qui vise notamment en particulier à relier, à connecter en fait les communautés avec les services d'état civil. Donc quelques figures clés. Simplement, Sénégal, c'est un petit pays, c'est 13 millions d'habitants, la moitié de la population évidemment en dessous l'âge de 18 ans, avec 2 millions à peu près d'enfants de moins de 5 ans. On a un taux d'enregistrement des naissances de 70%, selon les dernières données disponibles. Et parallèlement à ça, on a un taux de couverture vaccinale chez les enfants de moins de 2 ans qui avoisine à peu près les 92%. Donc on mesure bien effectivement justement cet enjeu d'accessibilité aux services d'état civil et l'opportunité aussi qu'il peut y avoir à travers le système sanitaire. Parallèlement, juste pour donner un indicatif, on a sur le Sénégal à peu près 689 centres d'état civil contre 3000 structures sanitaires. Donc on voit aussi ici tout le potentiel qu'il y a à travailler notamment avec la santé. Juste en termes de chiffres, on a aussi les enfants évidemment en zone rurale
qui ont 1,4 fois plus de risques de ne pas être enregistrés à l'état civil, et les enfants pauvres qui ont 2 fois plus de chances de risque de ne pas être enregistrés à l'état civil. On n'a pas de données, il n'y a pas de discrimination de genre dans l'accès, je dirais, des enfants, dans la chance pour une petite fille ou un petit garçon d'être enregistré à l'état civil. Simplement, ce taux national de 70%, il cache de grandes disparités. Vous voyez en rouge les régions où la moitié de la population enfantine, plus de la moitié de la population enfantine n'est pas enregistrée à l'état civil. En orange, on est sur à peu près une tranche de à peu près 30%, un peu plus de 30%. Et effectivement, les zones jaunes et grises où on dépasse largement les 70%. Juste pour faire un petit parallèle sur le fait que les zones où l'enregistrement à l'état civil est le plus faible ne sont pas forcément les zones où la pression démographique sur les services d'état civil est la plus forte. C'est bien effectivement une question de distance à parcourir, une question de contraintes socioculturelles, une question de proximité effectivement des services d'état civil et de qualité qui est en jeu. Parallèlement à ça, on voit aussi que les régions où le taux d'enregistrement des naissances est le plus faible sont aussi les régions où la couverture sanitaire finalement est la plus faible aussi. Alors, sur la question sur l'enregistrement à l'état civil au Sénégal, de par la loi, obligatoire, gratuit, pas de discrimination ou de restriction sur le plan ethnique, religieux ou de genre. En principe, en théorie, effectivement, le père, la mère, les proches, l'agent de santé sont en mesure de faire la déclaration à l'état civil. C'est un système qui est donc un système qui est basé sur effectivement la déclaration volontaire. Et ça, c'est très, très spécifique au système francophone. On n'est pas dans un système où effectivement les services vont aller au-devant de la population pour recueillir la déclaration, enregistrer l'enfant d'une manière automatique. On est vraiment sur un système qui est fondé sur une déclaration volontaire qui est sanctionnée uniquement à l'égard des chefs traditionnels. C'est-à-dire, c'est obligatoire de par la loi, mais ne seront poursuivis que finalement les chefs de quartier et chefs de village qui, sur défaillance peut-être des parents ou des proches, ne vont pas effectivement faire la déclaration dans les 15 jours qui suivent. Donc, dans la pratique, on est quand même sur un système, un dispositif qui pèse énormément sur les parents, sur la capacité des familles à déclarer les enfants à l'état civil, et avec aussi des pratiques discriminatoires à l'égard des femmes dans la pratique, c'est-à-dire évidemment une mère célibataire aura toutes les difficultés à aller déclarer son enfant, et évidemment aussi une mère mariée mais dont le mari par exemple n'est pas là, aura des obstacles à déclarer son enfant à l'état civil, avec effectivement une méconnaissance ou une pratique des agents d'état civil qui visera à privilégier la déclaration par le père. Également, quelque chose qu'il faut mettre aussi en perspective, c'est la question au-delà des obstacles socio-culturels ou des distances à parcourir, des obstacles, disons, géographiques, économiques, socio-culturels sur l'accès à l'état civil. Un des grands enjeux sur lesquels on n'a pas beaucoup on ne se focalise pas suffisamment et on ne prend pas suffisamment ça en considération, c'est la question du positionnement des populations vis-à-vis des services de l'État. Les services d'état civil, c'est pas les services de santé, c'est pas les services d'éducation, ça représente effectivement l'autorité de l'État, et on est vraiment dans des contextes où la relation à l'État est ambiguë. Le fait d'aller déclarer une naissance, un décès à l'état civil ou un mariage a des implications juridiques tellement fortes et finalement va établir le lien officiel avec l'État, avec derrière effectivement des avantages, mais aussi la perception aussi d'une liberté ou d'une flexibilité qui est perdue. Donc cette relation et cette question de l'autorité de l'État et de la relation entre population et services publics, c'est quelque chose qui doit effectivement être pris en compte lorsqu'on cherche à stimuler la demande. Alors, très rapidement, juste pour dire qu'effectivement, quand on parle de renforcement du système, renforcement de l'enregistrement des faits d'état civil,
On est focalisé sur le renforcement du système d'état civil en lui-même, avec le cadre institutionnel, la qualité des services, l'informatisation, etc. Le renforcement du système de santé, avec effectivement les considérations relatives à la capacité des services, des agents eux-mêmes, le système d'information de routine et les procédures et les outils. Mais évidemment, tout ça n'a de sens que si en amont, on a une demande qui est stimulée, qui s'exprime et qui va effectivement s'adresser au service d'état civil. On aura beau informatiser tous les centres d'état civil du Sénégal, si on ne travaille pas sur cette demande et ce lien avec les communautés, ces centres d'état civil resteront peu fréquentés. Donc la technicité, je dirais, des approches de modernisation de l'état civil ne doit pas évidemment faire oublier cette question du rôle central des communautés. Alors, au niveau de l'UNICEF, évidemment, comment effectivement on va construire ce pont? Il y a plusieurs approches. Il y a évidemment toute cette approche de conscientisation, information sur l'intérêt, les procédures, les délais pour déclarer à l'état civil, la mobilisation communautaire. Il y a évidemment l'approche aussi de renforcement des processus de détection et d'accompagnement à la déclaration, à l'enregistrement à l'état civil à travers les structures sanitaires. Et il y a aussi l'utilisation d'innovation à travers un outil qu'on appelle RapidPro. Sur évidemment toute cette approche d'information, conscientisation, mobilisation communautaire, on opère sur évidemment plusieurs registres. Le premier, c'est évidemment d'avoir cette campagne, cette communication nationale sur l'enregistrement des faits d'état civil, donc piloté par le gouvernement à niveau central. Et un des enjeux aussi, une des difficultés qu'on a par rapport à ça, c'est la question aussi de prioriser les messages. On s'est focalisé toutes ces dernières années sur l'enregistrement des naissances. Il y a un grand focus évidemment sur l'enregistrement des naissances, il y a un moindre focus sur l'enregistrement des décès et encore moins sur les mariages. On sait qu'effectivement l'approche doit être opérée de façon complète si on veut atteindre les objectifs CRVS. Maintenant, clairement, quand on est sur une démarche d'information de la population, c'est tout le paradigme et le rapport à l'état civil qui doit être construit. Et effectivement, la perception d'un intérêt bien compris sur l'intérêt d'enregistrer une naissance, un décès ou un mariage. L'autre élément, c'est effectivement évidemment la mobilisation à niveau communautaire. Quand on sait qu'on est dans des régions, dans des zones où il faut parcourir 10, 15, 20 km, 30 km pour accéder au premier centre d'état civil, la focalisation et l'accent mis sur la mobilisation communautaire, elle est déterminante. Et par rapport à ça, on est sur un registre, et c'est là où on est sur la combinaison d'un agenda, je dirais, de plusieurs agendas. Quand on parle de promotion de l'enregistrement des faits d'état civil, on est sur un agenda gouvernance, on est sur un agenda sécurité, on est sur un agenda accès à la protection sociale. L'enjeu, la démarche ici, ça a été effectivement de se positionner sur un agenda de protection de l'enfance. Donc, on s'est appuyé sur la stratégie nationale de protection de l'enfant qui organise de façon pyramidale des dispositifs de protection de l'enfant à niveau départemental, pilotés par les préfets, au niveau des communes, pilotés par les maires, et au niveau des villages et des quartiers urbains, pilotés par les chefs de quartier et les chefs de village. Donc, il s'agit à ce moment-là, effectivement, d'accompagner, renforcer les capacités, outiller ces acteurs dans ces dispositifs-là, de façon à ce qu'ils informent les populations, à ce qu'ils soient en mesure aussi de détecter les enfants, les naissances de façon périodique, et mettent en place des mécanismes au niveau communautaire pour faire le suivi des naissances et des décès dans la communauté, et de mettre en place un dispositif qui organise de façon collective l'acheminement, je dirais, de l'information de la communauté à l'état civil, donc de la déclaration des faits d'état civil aux structures d'état civil. Également sur le Sénégal, une des spécificités, et c'est là effectivement l'approche inclusive, c'est l'influence, je dirais, ça a été de bâtir aussi sur l'influence des leaders religieux dans la société sénégalaise. Et là, on est aussi sur, je dirais, à la jonction aussi de l'agenda aussi sur l'agenda sur le genre. Par exemple, on a
on a beaucoup construit sur l'engagement des leaders religieux, à la fois sur la lutte contre le mariage d'enfants et l'enregistrement des naissances. Comment ça s'est traduit concrètement? Par le fait qu'il y ait des leaders religieux qui finalement ne célébreront pas, refusent de célébrer un mariage religieux s'il n'y a pas un extrait de naissance qui à la fois atteste de l'enregistrement à l'état civil et va attester effectivement de l'âge minimum de la fille. Donc on est vraiment sur une convergence de plusieurs agendas quand on parle de la communication et de la stimulation de la demande au niveau communautaire. L'autre approche, c'est aussi renforcer la contribution du rôle de la santé dans l'enregistrement. Alors on s'est focalisé au Sénégal sur l'enregistrement des naissances à travers à la fois les services de routine, les services sanitaires de routine et effectivement les campagnes de vaccination. Plusieurs outils ont été développés. D'abord, l'enregistrement des naissances a été intégré dans le carnet de santé de la mère et de l'enfant. Il y a aussi des dispositifs, des coins état civil informels qui ont été mis en place au niveau des structures sanitaires. Donc ce ne sont pas des agents d'état civil qui sont dans les structures sanitaires, ni des agents de santé qui font office d'agents d'état civil, mais simplement un dispositif de détection et d'accompagnement des enfants non enregistrés à l'état civil jusqu'à effectivement leur enregistrement effectif. Alors, juste un exemple de procédure, on a effectivement lors des campagnes de vaccination tout un dispositif qui va engager l'agent communautaire de santé qui est chargé effectivement de détecter les enfants de moins d'1 an, simplement pour dire qu'aussi au Sénégal, l'enregistrement des enfants à l'état civil de façon classique et non judiciaire, je dirais, est possible jusqu'à l'âge de 1 an. Donc c'est une grande latitude et une opportunité qu'il y a au Sénégal d'accompagner les enfants jusqu'à dans les 12 mois qui suivent la naissance. Donc il s'agira effectivement pour l'agent communautaire de santé qui sera entraîné à cet effet, qui aura une procédure et des outils pour cela, d'identifier les enfants, de recueillir les informations nécessaires à sa déclaration et de faire remonter l'information au niveau du poste de santé avec effectivement l'infirmière en chef qui, elle, va constituer le dossier, vérifier effectivement la qualité de l'information et faire transmettre cette information-là au maire, à l'autorité en charge de l'état civil qui procédera effectivement à l'enregistrement de la déclaration et avec un retour effectivement des documents d'état civil qui reviennent vers la structure sanitaire, vers l'agent communautaire de santé et vers les familles. Donc la troisième approche, c'est une approche utilisant effectivement les innovations, la technologie. Donc vous l'avez vu, les deux premières approches sont vraiment focalisées sur l'humain, sur les processus de travail, les processus de collaboration entre des acteurs de secteurs différents et de niveaux différents. Rapid Pro va mettre en liaison finalement tous ces acteurs d'une manière, je dirais, assez simplifiée et en temps réel. Donc c'est un outil, c'est une plateforme de partage et de gestion de l'information à travers effectivement la téléphonie mobile qui vise à suivre et à rapporter sur les faits vitaux et qui va trianguler le niveau communautaire, les services d'état civil, les services de santé au niveau déconcentré et le niveau central. C'est aussi un outil qui est censé permettre justement faciliter la communication et la collaboration donc entre ces différents acteurs. Plusieurs fonctionnalités sont possibles dans Rapid Pro qui sont modulables selon les pays. Le Sénégal a opté pour les 5 modalités qui sont là. Donc il y a effectivement notamment sur une modalité d'appui à l'enregistrement des naissances. Alors il ne s'agit pas de faire le pré-enregistrement puisque de toute façon les conditions légales ne le permettent pas, mais de faire circuler l'information entre l'agent de santé, l'agent d'état civil et les parents sur des rappels justement par rapport à la nécessité de déclarer l'enfant. Il s'agit aussi de faire le monitoring des faits d'état civil. Et donc là, à ce moment-là, vous allez avoir l'agent de santé, l'agent communautaire de santé, l'agent de santé, qui vont, je dirais, notifier, en tout cas rapporter sur les naissances et les décès. Donc sur Rapid Pro, cette information sera effectivement disponible en temps réel au
au niveau des services d'état civil et au niveau central. Également aussi sur le suivi des intrants. On a des gros soucis au niveau du Sénégal, comme dans beaucoup de pays de la région, sur effectivement les ruptures de stock en registre, en extrait de naissance ou de décès, en certificat de décès, en timbres fiscaux. Donc RapidPro permettrait justement de faire le monitoring du stock avec une disponibilité de l'information à niveau central quasi quotidienne, je dirais. La troisième fonction est une fonction de coordination et de partage de l'information par le niveau central vers les services au niveau des déconcentrés. Également aussi, c'est un outil qui peut être utilisé pour faire un suivi post-formation, donc renforcer les capacités des agents de santé, des agents communautaires et du personnel d'état civil avec le niveau central qui renvoie une information des informations ou qui fait un suivi post-formation. Dernière composante, c'est effectivement le système d'alerte et de contrôle citoyen qui peut être opéré justement par les parents, par le niveau communautaire, et de renvoyer une information qui sera accessible, visible par les prestataires de services et en particulier par le niveau central sur la qualité des services, c'est-à-dire sur la qualité de l'accueil, le respect de la procédure, etc. Donc c'est un outil qui est effectivement avec plein de potentiel sur lequel le Sénégal est en train de travailler sur le développement des flux. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces flux-là, mais c'est grosso modo, c'est vraiment un système de rapportage à la fois de données de base sur nombre de naissances survenues au niveau communautaire, nombre de naissances et de décès survenus au niveau communautaire, nombre de naissances et de décès survenus au niveau des services de santé, et avec un nombre de naissances et de décès effectivement enregistrés au niveau des services d'état civil, et dans une circulation de l'information qui va permettre de croiser justement là où sont les gaps, d'identifier les décalages et les écarts de chiffres entre le nombre d'événements au niveau communautaire et le nombre d'événements effectivement enregistrés à l'état civil. Alors, quelles sont les limites et les contraintes, de façon générale, dans toute cette approche? Il y a cette question, il y a l'agenda électoral. On est quand même dans l'état civil, par définition, est un domaine hautement politique. C'est un enjeu, je dirais, pour les processus électoraux, le contrôle des listes électorales. Donc, qui contrôle l'état civil contrôle, je dirais, les listes électorales. C'est un peu un raccourci caricatural, mais c'est tellement vrai qu'effectivement, on est dans des dynamiques de politisation de l'état civil qui vont à la fois freiner le travail qu'on fait à niveau central et en même temps impacter, je dirais, négativement sur peut-être l'accès des populations et des communautés à l'état civil. La décentralisation aussi est un enjeu. On a tendance à voir le système d'état civil comme une entité, je dirais, pyramidale, où vous avez une autorité centrale qui commande, qui supervise le fonctionnement des centres d'état civil. Au Sénégal, c'est pas le cas. Avec la loi sur la décentralisation, la responsabilité sur l'état civil a été dévolue aux collectivités territoriales, ce qui pose un problème pour le niveau central, pour le Centre national d'état civil, puisqu'effectivement, vous avez, il y a une déconnexion, c'est-à-dire la budgétisation, l'allocation des ressources des collectivités au fonctionnement des services d'état civil, elle dépend effectivement d'une budgétisation, je dirais, décentralisée. Également, on est dans des configurations où vous avez les communes qui mettent en place un logiciel de gestion de l'état civil qui n'a rien à voir avec le logiciel de la commune voisine. Donc c'est tout ce travail-là aussi de partenariat qui nécessite effectivement aussi un dialogue et une implication des collectivités territoriales. Juste peut-être simplement pour souligner la question aussi, notamment sur l'inclusion et la participation, c'est la question, effectivement, la vision autour du rôle des acteurs de la santé. On est sur des logiques et des dynamiques à la fois de résistance et de collaboration entre services d'état civil et agents de santé. Les agents de santé qui considèrent qu'effectivement, ils ont déjà beaucoup à faire pour la survie des populations, en particulier des femmes et des enfants, et qui voient ça, évidemment, leur contribution comme une charge supplémentaire. C'est là où, évidemment, l'approche des financements axés sur
la performance avec l'intégration d'un indicateur sur l'état civil pourrait être intéressante parce qu'effectivement, il y aurait une motivation supplémentaire. Mais il y a aussi la résistance des officiers et des agents d'état civil vis-à-vis du rôle émergent des agents de santé sur l'enregistrement des naissances. L'autre point également, c'est qu'effectivement, le surinvestissement qu'on a sur le renforcement du rôle de la santé doit prendre en compte aussi le fait qu'il y a besoin pour ces structures sanitaires de préserver une relation de confiance entre usagers, patients et structures sanitaires. Et comme on est effectivement dans des situations où la relation à l'État, la relation à l'autorité publique, notamment par le biais de l'enregistrement à l'état civil, peut poser des problèmes, vous avez des structures sanitaires ou des agents de santé qui vont dire « écoutez, non ». Ah, c'est trop long. Oui, je raccourcis. Enfin bref, voilà. Donc simplement, il y a cette dynamique à prendre en compte. Également, on a pour une des limites et des contraintes majeures, c'est effectivement le déficit de connaissances et de données sur la demande. Les mix, DHS nous donnent des données sur effectivement la prévalence, l'ampleur de l'enregistrement des naissances. On n'a évidemment rien de toute façon sur les décès, mais on n'a pas non plus de données désagrégées sur la demande, alors que ce sont des opportunités. Ces enquêtes de population constitueraient des opportunités de documenter ça de manière plus, je dirais, plus représentative à niveau national. Également, toute l'analyse sur les dynamiques sociales et socioculturelles autour et économiques aussi autour de l'enregistrement à l'état civil n'a pas été assez documentée et nous envisageons un partenariat avec le CRDI dans ce domaine-là. Juste pour dire que, au vu de l'expérience du Sénégal, d'abord, évidemment, bon, il n'y a pas besoin de le dire, mais en même temps, les chiffres pour nous ont été tellement incontestables, c'est que les structures sanitaires jouent un rôle central pour atteindre les résultats sur le terrain. Les seules régions où le taux d'enregistrement des naissances a évolué positivement ces 5 dernières années au Sénégal sont les 2 régions où il y a eu un investissement sur les structures sanitaires comme contribuant pour contribuer à l'enregistrement des naissances. Donc, on a développé des approches de communication, d'informatisation, de formation des agents d'état civil dans les autres régions et les autres départements. Là où on a mis le focus sur les structures sanitaires, c'est là où les résultats ont été, je dirais, ont évolué positivement. Plus d'investissements nécessaires sur avoir davantage d'informations et d'évidence sur la demande. L'autre chose aussi, peut-être une leçon apprise, c'est que les innovations ne remplacent pas la nécessité de travailler sur les processus de travail humain. Trop de technologies pourrait, en tout cas, la technologie ne peut se construire que si on a des processus de travail qui sont établis, qui sont en place, qui sont clairs, où chacun connaît son rôle et ses responsabilités. Elle ne pourra pas se substituer à cela, elle doit accompagner, se bâtir là-dessus et accompagner ce mouvement. Voilà, j'ai fini ici. Merci. Thank you. Laetitia, Merci beaucoup de cette présentation. La présentation sur votre travail au Sénégal. C'est très intéressant, les mécanismes que vous avez mis en place. Maintenant, j'aimerais accueillir Christine. Merci infiniment. Lorsqu'on m'a demandé de faire un exposé sur le développement inclusif, j'essaie de penser à quoi cela pourrait ressembler. Et on m'a rappelé à un moment donné, je me rappelais que j'étais au collège au Vermont, il y a beaucoup de neige et à New York, on a lu tout avec quelques centimètres, mais au Vermont, on reçoit plusieurs centimètres et les classes poursuivent quand même. Donc, un matin, j'allais à l'école, il y avait beaucoup de neige et les concierges tentaient de déneiger l'entrée de l'école et j'ai une amie qui m'attendait et elle m'a dit bonjour. Et le concierge me dit, je suis désolée. Aussitôt que j'ai terminé de déneiger l'escalier, je vais m'occuper de vous faire un chemin.
Et mon ami est en fauteuil roulant et je lui dis, mais vous savez, si vous commenciez par déneiger la rampe pour personnes atteintes d'un handicap, ce serait mieux. Donc ça me laisse croire qu'il faut arrêter de penser à la majorité, il faut penser aux choses de façon différente afin de ne pas exclure qui que ce soit. C'est au cœur de ce que fait l'UNICEF. Nous voulons nous assurer que les enfants font partie du programme de développement, des programmes qui sont mis en place par les adultes. Mais on doit s'assurer que les enfants ont une voix et que leurs droits et que leur bien-être sont reflétés à même ce programme-là. Mais nous avons également un plan d'action selon les sexes. Donc, j'ai une présentation, un peu de ci, un peu de ça. Donc, je voudrais parler un peu de l'économie du comportement. Donc, pensez un peu des différentes façons que l'on se comporte. On n'est pas toujours très rationnel, bien qu'on aimerait l'être. Donc, lorsqu'on a de l'information limitée, à ce moment-là, les conséquences sont telles que parfois, on ne change pas nécessairement notre comportement. Donc, par exemple, si quelqu'un qui fume, si vous ne constatez pas les effets négatifs et que vous n'avez pas les données et la science pour comprendre cela, vous voulez peut-être changer votre comportement. Il y a aussi un préjugé en faveur du statu quo. Est-ce que les gens veulent tout simplement suivre les autres? Donc, quand ce qui a trait à l'enregistrement, à l'inscription à l'état civil, est-ce que c'est vraiment d'intérêt? Est-ce que vous voulez vraiment aller faire enregistrer votre mariage ou d'autres actes, alors que d'autres personnes dans votre collectivité n'ont pas nécessairement ces actes? Et l'inertie. Moi, je souffre énormément d'inertie. Vous savez, ici, on n'a pas beaucoup d'initiatives, les choses sont difficiles, alors que c'est beaucoup plus facile de tout simplement rester tel quel, plutôt d'adopter une approche active. On voit cela souvent avec des gens qui sont prêts ou à la retraite. Donc, si vous avez le choix de rester tel quel ou de choisir une autre façon de faire, ce sont des options qui s'offrent à vous. Donc, par exemple, si vous voyez que, par exemple, que l'enregistrement des naissances, c'est une étape supplémentaire pour vous, par rapport au fait, par exemple, que si vous êtes à l'hôpital et que l'enregistrement est fait directement à l'hôpital et que le lendemain, vous recevez votre acte de naissance, c'est complètement différent comme situation. Donc, c'est toute une question de rendre les choses plus faciles pour les gens. Et aussi, il y a toute cette question de préjugés par rapport au moment présent. À moins qu'il y ait justement une récompense immédiate, est-ce qu'on va vraiment le faire? Donc, par exemple, si moi je vais faire mon jogging le matin, est-ce que ça sera vraiment avantageux immédiatement? Donc, il faut pouvoir récompenser leurs gens par rapport à leur comportement. Et quelles sont les récompenses et quels sont les incitatifs? Donc, regardons par exemple le contexte du Soudan du Sud, un environnement très différent. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui habite dans ce pays, qui est confronté à un conflit continuel, des établissements de santé qui n'ont pas d'accès à l'électricité, des gens qui font face à une survie tout simplement, et que la plupart des budgets du gouvernement sont utilisés pour la sécurité, les services, les forces armées, est-ce qu'il reste vraiment beaucoup au plan budgétaire pour des services de soins de santé pour sauver les gens? Donc, dans ce pays, il n'y a pas encore de cadre juridique. Il y a des gens qui sont déplacés en grand nombre. Et voici un diagramme de la structure du système de santé du Soudan du Sud. Et ici, nous voyons les défis, les obstacles et les différentes procédures que l'on doit suivre. Donc ici, on parle entre autres d'un hôpital, qu'il n'y a pas d'électricité. Et donc, quels sont les éléments qui pourraient influencer cette situation au Soudan du Sud? Ils sont nombreux.
Donc, nous savons que la haute hiérarchie gouvernementale a des processus qui changent souvent. Donc, on peut passer 2-3 ans. Vous pouvez travailler avec le gouvernement. Ils vont mettre de l'avant un programme et soudainement, il y a un nouveau programme et il faut repartir à zéro. Il faut aussi pouvoir faire valoir la présence des écoles et des hôpitaux. Donc, par exemple, s'il y a davantage de demandes, on voit qu'il y a davantage de demandes pour l'enregistrement des naissances alors que les enfants vont s'inscrire à l'école. Ensuite, il y a la structure sociale dans les collectivités. Donc, entre autres, ici, on parle des chefs des villages, mais aussi les sages-femmes et les gens qui travaillent dans la communauté. Il y a également vos pères. Si vos pères jugent que c'est une bonne idée, alors à ce moment-là, vous êtes plus enclin à participer à un programme. Et dans le Soudan du Sud, les femmes ne prennent pas nécessairement les décisions. Donc, les décisions reviennent souvent au père, c'est-à-dire si le père a envie d'enregistrer les naissances. Donc, voici ce que l'UNICEF a fait. Nous avons élaboré une stratégie de communication importante, une stratégie qui avait de différents niveaux. On tentait de joindre les gens dans les collectivités, de joindre les familles et de pouvoir tirer profit de différents intervenants. Et j'espère que vous constaterez combien de femmes que nous avons pu joindre par rapport aux hommes. Et voici à quoi ressemble notre processus, c'est-à-dire que si vous donnez naissance à la maison ou à l'hôpital, nous constatons qu'il y a des obstacles en raison d'un manque d'information, un manque de compréhension. Et si ce manque d'information fait en sorte que la naissance de votre enfant sera enregistrée ou non. Et maintenant, je vais vous parler d'une étude sur laquelle j'ai travaillé avec Stan Mills et Robert. Nous avions un cadre d'offres et de demandes et nous avons étudié certains des incitatifs, notamment au plan des transferts monétaires. Donc, par exemple, nous avons parlé plutôt des récompenses que l'on peut accorder à quelqu'un pour changer leur comportement. Donc, cette étude visait à revoir tout cela en revue. Nous avons donc passé en revue 200 articles et nous savons que les transferts monétaires ont des effets remarquables au plan de la pauvreté. Donc ici, on parle de 149 pays qui ont différentes formes de programmes de protection sociale. Et dans ces pays, on a pu constater qu'il y a eu des améliorations au plan de la santé, qu'il y a eu également des améliorations au plan des mariages précoces, l'éducation des jeunes. C'est assez incroyable ce que l'on peut accomplir, mais il n'y en a pas suffisamment, c'est-à-dire que les pays ne dépensent pas assez pour ces programmes et par conséquent, les répercussions sur la réduction de la pauvreté sont plutôt minimales. Mais il y a d'autres programmes également, des programmes d'identification. Et voici quelques obstacles. Nous en avons déjà parlé. L'offre, les politiques qui peuvent discriminer contre certaines populations, des infrastructures, la distance, et ainsi de suite. Nous en avons beaucoup parlé. Mais voici quelque chose dont on parle peu. Les répercussions d'avoir un acte de naissance comme condition pour obtenir un transfert monétaire. Par exemple, nous avons constaté nous avons des données au Népal, en Afrique du Sud et ailleurs. Nous avons constaté qu'il y a des répercussions très importantes lorsque on exige cet acte de naissance pour le transfert monétaire. Et ensuite, il y a des comparaisons quant
au genre de conditions. Donc, par exemple, l'exigence administrative fait en sorte que les résultats sont les plus positifs. Mais lorsqu'on a une exigence, on doit également avoir quelque chose en place pour ne pas exclure les populations vulnérables. Donc, par exemple, les populations vulnérables sont les moins susceptibles à avoir une identité juridique ou des documents d'état civil. Donc, il doit y avoir une procédure en place pour assurer que si les gens se présentent pour avoir accès à un service, qu'ils doivent obtenir cette identité. Donc, en Afrique du Sud, ils ont constaté, par exemple, qu'il y avait énormément d'enfants qui étaient mal nourris. Ils essaient de comprendre pourquoi. Et ce qu'ils ont compris, c'est que le fait qu'ils n'aient pas accès aux transferts sociaux avait des répercussions négatives sur ces gens. Et à ce moment-là, donc, ils ont changé les législations et les politiques. Et donc, lorsque les familles se présentaient qu'il n'y avait pas d'acte de naissance ou d'identité juridique, ils pouvaient en obtenir. Et c'est tout. Merci. Thank you, Chrissy, for keeping it. Merci, Chrissy, d'avoir respecté votre délai. Et je vais demander au dernier conférencier de prendre que 10 minutes afin que nous puissions avoir une discussion de groupe. Donc, j'accueille Ricky pour la prochaine présentation. Merci infiniment. Merci, Oliver. Et vous avez parlé justement de l'économie du comportement. Je crois que la récompense immédiate après ma présentation, ce sera le déjeuner. C'est un plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Je voudrais remercier les organisateurs de leur invitation et je me réjouis maintenant de vous faire un exposé de la décennie de l'ESEC en Asie et dans le Pacifique. Et c'est le projet qui rassemble des partenaires et des pays en Asie et dans le Pacifique en vue de renforcer les systèmes d'ESEC. Avant de pouvoir me lancer, je voudrais tout simplement reconnaître les collègues, les anciens collègues, les partenaires qui sont ici avec nous aujourd'hui dans la salle. Vous avez travaillé ensemble pour lancer ce projet. Et je me demandais si c'est un des messages que l'on devrait retenir de cette conférence, c'est-à-dire que lorsqu'on parle d'innovation, peut-être qu'on doit être un peu plus novateur en termes de partenariat pour pouvoir justement renforcer les systèmes de ESEC. C'est toujours bien de voir ces visages familiers, mais je crois que nous avons besoin de nouveaux visages également. Donc, à cet égard, je crois que les conférenciers précédents ont parlé justement de l'ESEC et du développement inclusif et que ces deux entités sont très interreliées. Et en ce qui trait ce projet en Asie et dans le Pacifique, je crois que c'est bien de parler de notre slogan, c'est-à-dire qu'il faut mettre tout le monde dans le jeu. Et ça, c'est lié de très près au slogan de Bosworth qui est utilisé pour le programme de 2030, c'est-à-dire que tout le monde compte. Donc, les projets partout au monde, y compris en Asie et dans le Pacifique, ont été mis sur pied avant ce programme de 2030. Et de fait, la réflexion qui est sous-jacente à ces projets est très similaire. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a beaucoup de défenseurs de l'ESEC qui ont mis avant ce programme. Lorsque le programme 2030 a été élaboré, eh bien, nous avons constaté que l'ESEC est grandement reflété dans les objectifs de développement durable. Donc, nous parlons beaucoup de données par rapport au système de ESEC. Et je crois que mon collègue en a parlé ce matin, des raisons d'être pour ces systèmes ESEC. C'est vraiment lié à l'identité juridique. Et nous avons beaucoup d'autres avantages qui sont associés à de bons systèmes ESEC.
Mais je voudrais en parler comme étant des avantages. Ce n'est pas le cœur du programme. Now, Maintenant, une mise en contexte. Voici le certificat de naissance de cette initiative CRVS Asie-Pacifique. Vous allez peut-être reconnaître certaines personnes sur la photo. Pour ceux d'entre vous qui étaient là hier, la dame qui a fait la conférence, qui a offert la conférence principale, elle a posé sa signature. Maintenant, les engagements en Asie et au Pacifique étaient à 3 volets: une vision, une déclaration et un cadre d'action régional. La vision se concentrait sur les avantages découlant du système ESEC universel qui se concentrait sur les droits et la gouvernance, la santé et le développement. Cet engagement a été énoncé en grand détail avec un cadre pour la surveillance. Et ça, c'est le cadre d'action régional. Mentionnons brièvement les objectifs. 3 objectifs ont été fixés. Alors, ils sont énoncés en grand détail, mais le premier, en fait, c'est l'enregistrement de l'état civil universel, des naissances, des décès et autres événements liés à l'état civil. Ensuite, la documentation juridique de ces événements. 3, on se concentre sur les statistiques de l'état civil qui peuvent être produites et utilisées à même ces systèmes. Le cadre d'action régionale a plusieurs volets, mais il y a aussi des étapes liées à la mise en œuvre. Les gouvernements et les partenaires se sont mis d'accord en 2014. Certaines étapes sous-tendent ce besoin d'avoir une approche inclusive pour renforcer les systèmes ESEC. Je voudrais souligner qu'une partie de cette mise en œuvre était une évaluation des inégalités liées à l'ESEC, particulièrement les sous-groupes de la population, et de fixer des objectifs pour essayer d'aplanir ces inégalités. Une autre partie de la mise en œuvre était avec des mécanismes de coordination nationale, créer une stratégie nationale multisectorielle. Vous avez l'air assez impatient. Bon, j'ai quand même quelques points à soulever. Et votre récompense s'en vient. L'état de cette initiative. Eh bien, je dois dire que l'initiative est surveillée en passant par différents réseaux de partenaires et de pays. Alors, il y a une surveillance nationale et des rapports sont fournis. Là où moi je travaille à ESCAP, il s'agit d'un centre d'information. Nous avons reçu 38 de 58 rapports. Nous savons que 38 des 50 pays ont établi des mécanismes de coordination nationale. Il s'agit ici de 58 pays qui représentent presque 2 tiers de la population mondiale. Alors, si on parle d'inclusivité, il s'agit d'une initiative très importante. Si on voit que 38 de ces pays commencent à mettre en œuvre
ces mesures pour avoir des systèmes ESEC qui fonctionnent bien, eh bien, nous sommes sur la bonne voie. Je voudrais souligner encore une fois qu'on ne commence pas de la case départ. Je crois qu'il faut identifier et travailler avec les champions qui existent déjà pour les systèmes ESEC. Je voudrais mentionner certains progrès qui ont été faits dans la région Asie-Pacifique. Une coordination parmi les différentes parties prenantes. Et il y a une préoccupation quant au système de gestion d'identité. Et voilà, c'est quelque chose que nous pouvons discuter aujourd'hui et demain en plus grand détail pour comprendre comment nous pouvons utiliser le soutien politique pour les systèmes d'identité afin de renforcer les bases pour ces systèmes. Et Jonathan en a parlé, c'est-à-dire que nous devons regarder le SEC et les systèmes de gestion de l'identité ensemble. On voit des améliorations pour ce qui est des inscriptions. On voit un progrès particulier dans le sud de l'Asie et la région du Pacifique. Les taux d'enregistrement étaient faibles par le passé. Pour ce qui est de l'utilisation de cette information, afin de produire des statistiques sur l'état civil, il y a beaucoup de travail en cours. Au moins 13 pays, à ce que je sache, produisent des rapports de statistiques sur l'état civil à la suite de ces dossiers sur l'enregistrement et cherchent à réglementer davantage afin d'être en mesure de publier ces statistiques officielles. C'est très encourageant. Beaucoup de partenaires travaillent ensemble avec ASCAP et d'autres pour améliorer la situation. Bon, je vais terminer là. Les prochaines étapes. On va se concentrer sur le lien entre les systèmes de gestion de l'identité et les systèmes ESEC. Il y a un vœu de la part du groupe de travail qui a géré cette initiative, disant qu'il devait y avoir une révision. On devrait réviser pour assurer de garder la volonté politique. Le travail sur les différents aspects mentionnés ce matin se fait au sein de la région. Il y a 10 groupes de travail qui se concentrent tous sur des aspects très précis des systèmes ESEC et le CESAP ainsi que d'autres se concentrent sur la production des statistiques liées à l'état civil et cherchent à améliorer la composante enregistrement. Sur ce, je vous remercie de votre attention. Il reste beaucoup d'informations quant au travail qui se fait dans la région Asie-Pacifique sur le site Web. Le lien est affiché à l'écran. Ça s'appelle getinthepicture.org. Il y a beaucoup de connaissances, beaucoup d'informations sur cette page Web. Et nous avons un bulletin d'information. Si ça vous intéresse, si vous voulez recevoir des mises à jour, vous pouvez communiquer avec moi et je vais m'assurer que vous figurez sur la liste. Merci. Thank you, Ricky. Merci, Ricky. Je sais que je vous ai poussé. Oui, c'est votre boulot, je sais. Je n'avais pas le choix. Alors, on arrive à la fin de cette discussion. On aurait bien aimé avoir une discussion ouverte, mais il ne nous reste que 3 minutes avant la pause. Est-ce qu'il y a une question de la part des gens qui observent? Non? Bon. Alors, nous avons eu
un très bon aperçu du développement inclusif. On a regardé les différentes études de cas du travail qui s'est fait jusqu'à maintenant. On cherche à s'assurer que ce travail est intégré et permet un développement inclusif. Alors, je vous encourage au cours du reste de la conférence d'interagir avec les panélistes, de poser des questions. La discussion va au-delà de cette conférence et au-delà de cette pièce. Et on espère obtenir des réponses. Il y a beaucoup de gens qui voulaient poser des questions. Malheureusement, nous n'avons pas le temps. Alors, je tiens à remercier les membres du panel. Merci de cette discussion. On va vous demander de leur donner une main d'applaudissement pour leur très bon travail.